Alors avant de donner la parole ce matin à notre invité, cette information que nous donne ce matin le journal La Dépêche, elle est liée aux incendies. Le journal écrit que le président Faure Gnassingbé serait convaincu que les incendies sont l'œuvre des éléments incontrôlés de son propre camp. S'il continue à les couvrir, il portera une lourde responsabilité sur ses épaules devant l'histoire, mais s'il les abandonne, en les livrant à la justice, il fera œuvre utile et tout le pays connaîtra ses démons. Le profit pour lui sera grand. Peut-on lire aujourd'hui donc dans le journal La Dépêche d'Apollinaire Mewene Messé. Alors ceci dit, nous allons maintenant nous tourner vers l'invité du jour, Andoche Bonnet. Il n'est plus à présenter. Bonjour. Bonjour. On sait que vous avez collaboré avec l'ancien président, le général Gnassingbé Eyadema. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le clash intervienne entre vous? Non, mais premièrement, je vous dirais que j'étais entré au gouvernement, pas parce que j'y trouvais un quelconque intérêt, quelconque bénéfice, mais simplement pour voir ce qui se passait sur le Togo, parce que je savais que les choses allaient très mal. Et quand je m'étais rendu compte à Abuja, je dis Abuja, à Lagos, à la première conférence de la CEDEAO, que nous étions en danger de mort, en cela que, premièrement, je croyais qu'Eyadema était un grand génie. Parce que quand je vois un Edem Kodjo qui était avec lui et qui dansait pour lui, qui chantait ses gloires, et je voyais un Johnson Gabriel, recteur de l'université, qui dansait également, je m'étais dit qu'il y a des mots tout analphabètes qu'il était certainement un grand génie. Mais quand nous étions rendus à Lagos, à la première conférence de la CEDEAO, et que je l'ai vu, je l'ai entendu parler, je l'ai trouvé, je me suis dit, ah, la situation est grave. Ainsi, revenu au Togo, vu qu'il me faisait une cour assidue, j'ai accepté d'entrer au gouvernement pour voir ce qui se passait et voir comment est-ce que nous pourrions, par exemple, corriger le tir. Quand j'ai passé 3 années là à la présidence, que j'avais eu assez d'éléments, j'ai dû donc abandonner, j'étais parti, afin de porter un témoignage, lequel témoignage se résumait dans cet ouvrage, Le Togo du sergent général, où j'ai dévoilé certains secrets, certaines choses bizarres qui se passaient. Ah, tout. Et qu'est-ce que cela vous avait valu à l'époque? Ah non, oui, mais j'avais franchement eu beaucoup de difficultés. On avait envoyé des tueurs à gages derrière moi pendant 9 bonnes années. Des tueurs à gages, une quarantaine, après selon le colonel Akpo, qui l'avait révélé. Et j'avais énormément souffert. C'est-à-dire que je savais très bien que je croyais que je ne survivrais pas à la publication du livre, mais il le fallait. Il le fallait. Alors, un opposant farouche au général Gnassingbé Eyadema à l'époque, c'était Gilchrist Olympio. Au décès donc de Gnassingbé Eyadema, c'est vrai qu'au départ, Gilchrist Olympio gardait sa fougue, gardait, on va dire, sa détermination à combattre la dictature des Gnassingbé. Mais coup théâtre, en 2010, il entre curieusement et à la surprise générale dans un accord avec le parti au pouvoir. Aujourd'hui, cet accord, comment est-ce que d'abord, lorsque l'accord a été signé, quelle a été votre réaction? Je n'ai pas du tout été surpris. Pas du tout, parce que ceux qui me connaissent peuvent vous dire qu'en 91, quand nous étions rentrés, j'avais demandé aux camarades d'essayer d'éloigner Gilchrist Olympio de la conférence nationale. Parce que je savais beaucoup de choses de lui. Premièrement, j'étais arrivé à Paris le jeudi, ayant quitté la présidence, le jeudi 22 avril 1982. Je m'étais rendu ce même jour à l'UNESCO pour rencontrer M. Eric Amerdine, qui me connaissait, puisque j'avais travaillé à l'UNESCO. Nous nous connaissons très bien. Je savais également que Eric Amerdine était le beau-frère de Gilchrist Olympio, mais je n'ai pas demandé des informations de Gilchrist. Je ne vais pas chercher à le rencontrer parce que c'est vrai que ce serait un effort inutile totalement. Puis je savais qu'il n'était pas opposant. Je parle de 82. Qu'il n'était pas opposant. Il est bien déjà à cette époque-là? À cette époque, oui. Vous trouverez dans ce livre Quel avenir pour l'Afrique des choses que j'ai révélées sur un attentat par mercenaires interposé de 1977, dont Olympio était censé être le maître-d'œuvre, mais qu'il avait fait, et qu'il aurait pu réussir, mais qu'il avait fait échouer sciemment. Bon, en dehors de ça, il y a certaines autres choses. Gilchrist me disait, par exemple, le mercredi 20 octobre
82, alors que nous nous battions, que oui, si lui, il voulait, il se ferait nommer Premier ministre des Yadéma. J'ai toujours considéré mon avoir été interprète à la présidence comme une insulte à mon intelligence et à ma culture, à ma formation, et qu'un fils d'Olympio prétende ou bien puisse penser pouvoir être le Premier ministre des Yadéma, alors là, j'étais choqué. Alors donc, je n'avais jamais considéré Gilchrist comme étant un opposant. Monsieur Bonnet, si Monsieur Olympio disait déjà en 82 qu'il avait l'idée, s'il voulait se faire nommer Premier ministre des Yadéma, il pourrait le faire facilement. Est-ce que ce n'était pas quelque part déjà dans un élan de réconciliation? Non, à moins qu'ils ne connaissent pas Yadéma. Parce qu'il n'était pas possible d'être avec Yadéma et de faire quelque chose d'utile. J'ai essayé énormément d'éviter beaucoup de choses au pays, mais ce n'était pas possible parce que l'entourage était tel que quelque belle que fût l'idée que vous émettiez, vous avez le reste de la bande qui vous contrait. Alors donc, je ne crois pas qu'il n'avait pas besoin d'être Premier ministre d'un Yadéma pour une réconciliation, il pouvait le faire sans être Premier ministre. Et un Premier ministre, qu'est-ce qu'il est? J'ai fait le tour du monde, j'ai été avec de nombreux gouvernements, de nombreux chefs d'État. Les premiers ministres sont des valets, rien d'autre. Sont des valets. Alors que lui, un grand homme d'affaires, fils d'un grand homme, Sylvanus Olympio, que moi je considère comme l'un des très rares chefs d'État, grand chef d'État, grand homme que la terre ait jamais porté, que lui veuille être Premier ministre d'un crouton donné à Yadéma, alors là je suis surpris. Alors, l'accord est intervenu entre le RPT et l'UFC de Gilchrist Olympio en 2010, précisément le 26 mai, et ces accords étaient présentés comme la baguette magique qui allait porter la solution à tous les problèmes des Togolais. 3 ans après, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je dis également que je ne suis toujours pas surpris des résultats de cet accord, parce que vous savez que c'était un accord mort-né, et étant donné que Gil ne portait aucun intérêt aux intérêts du Togo, Gilchrist voulait, bien au contraire, gêner la lutte que menait le peuple. Je l'avais dit dans une interview à Liberté, je ne sais plus quelle date c'était, que Gilchrist, se sachant incapable d'assumer la présidence de ce pays et ne voulant pas qu'un autre le fasse, voulait tout faire pour les contrer. En 1992, à Accra, Gilchrist me disait que oui, nous parlions, il oubliait qu'il parlait à Bonnet, le chantage. Alors il me dit quelque chose que oui, et c'est que si jamais lui n'était pas président, personne d'autre ne le serait, et qu'il y a des gens qui seraient là jusqu'à ce qu'il meure. Il oubliait que c'était à moi qu'il parlait. J'ai dit, mais écoute, vous devez franchement être sot, bête, pour dire une telle chose. Si vous, qui êtes-vous? Je dis au Togo que vous et moi nous connaissons, il y a des gens qui vous valent je ne sais combien de fois. Vous avez déjà, parce que le problème de la valeur, par exemple, d'un homme, ce n'est pas le fait d'avoir des agrégations ou des doctorats, ce n'est pas le fait d'avoir également beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup d'intelligence pour l'intérêt national, c'est beaucoup de courage, beaucoup d'honnêteté, ce que Gil n'a pas. D'accord. Gilchrist disait que si jamais lui n'est président, personne d'autre à part lui ne le serait jusqu'à la mort de Gnassingbé Yadéma, ce qui est arrivé, curieusement, parce qu'il Yadéma est mort, personne d'autre n'a pris la présidence. Et donc, après la mort de Gnassingbé Yadéma, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, ceux qui incarnent l'opposition, est-ce qu'ils vous inspirent confiance, ceux-là? Actuellement. C'est-à-dire les Jean-Pierre Fabre, les Lawson Patrick, les Afan Bédier, oui, bien sûr. Autrement, j'étais dernièrement, le samedi dernier, à la marche du FRAC. Et pourtant, je suis très malade. J'allais en Cannes. Je ne serais pas allé si je ne fais pas confiance au nouveau leadership. Il m'inspire confiance, oui. Il vous inspire confiance, mais est-ce que vous les voyez à la hauteur de la tâche ou de la mission qui est la leur? Bien sûr. Et vu leur âge déjà, vu leur formation, nous avons vu des gens devenir chefs d'État alors qu'ils étaient des analphabètes totaux. Un Yadéma, par exemple, était un analphabète total, d'ailleurs jusqu'à sa mort. Mais il a été chef d'État. Mais pourquoi est-ce
un, Jean-Pierre Fabre ou un Lawson Patrick ne pouvaient pas être chef d'État. Bien sûr, je leur fais confiance. Si le leadership, c'est-à-dire si le reste de l'équipe les accompagne. D'accord. Alors, ces opposants, vous avez confiance en eux, ils sont capables de faire quelque chose, ça c'est vrai. Seulement, ils sont confrontés à un problème maintenant, c'est qu'ils sont pour la plupart inculpés de complicité, de destruction de biens publics, de groupement de malfaiteurs dans cette histoire d'incendie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils devraient quand même eux-mêmes s'attendre à cela. Ils devraient quand même se dire qu'on ne leur permettrait jamais d'aller à des élections libres, à des élections transparentes. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont peur de ce qui leur adviendrait. En 1992, un chef d'État africain, c'est-à-dire de cette même région, me disait, quand je lui demandais de laisser le pouvoir, il me dit, ah oui, mais qu'il voudrait bien, qu'il était d'ailleurs très fatigué, mais qu'il ne faut pas laisser le pouvoir, parce que s'il le faisait, on pourrait l'arrêter après, le nouveau gouvernement qui viendrait pourrait l'arrêter après. Bon, alors, c'est que ceux qui se croient au pouvoir aujourd'hui, moi je ne les trouve pas être au pouvoir, ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont en train d'utiliser une force brutale. Parce que quand vous êtes au pouvoir, on doit avoir la confiance du peuple, on doit avoir le soutien du peuple, ce qu'ils n'ont pas. Ce que, par exemple, il y a des menaces à mes yeux, je le dis dans mes œuvres, dans mes livres. Alors donc, laisser le pouvoir, ils voient déjà leur vie en danger. Et j'étais très sûr qu'ils trouveraient des moyens pour les empêcher d'aller aux élections. Mais à supposer qu'ils aillent à ces élections et que l'opposition, le peuple, remporte 100% même des sièges, ce qui est bien possible s'il leur était autorisé de faire une campagne saine. Ils aient 100% des sièges au Parlement. L'armée est toujours entre les mains de ces gens de la force brutale. Alors on pourrait, comme on l'a fait déjà en octobre 1992, sortir les députés et les fesser comme ils l'avaient fait une chose. Et cela ne changeait rien du tout. Alors donc, que l'on ait fait tous ces stratagèmes, que l'on ait brûlé les marchés et autres pour confondre l'opposition, le leadership de l'opposition, moi je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné. D'accord. Alors aujourd'hui, le principal accusateur dans cette affaire s'agit d'un certain Mohamed Loum, alias Toussaint Tometi Ceslan, le même qui revient sur ses propres déclarations pour dire, écoutez messieurs, j'ai été manipulé par 3 officiers de la gendarmerie. Il a cité les capitaines Akakou, Agbenda et Yanani. Aujourd'hui, l'Alliance nationale pour le changement a fait une sortie médiatique pour demander que ces capitaines subissent la rigueur de la loi et que toutes les inculpations soient purement et simplement annulées. D'abord, est-ce que ces révélations de ce jeune Mohamed Loum, comment vous les trouvez? Moi, j'y crois. J'y crois parce que l'ANC ou la CST, le CST, n'ont pas les moyens de soudoyer ce jeune homme. Ce jeune homme subit la pression de la force brutale. Cette force brutale a de l'argent. Il a également les autres moyens. On peut lui dire, mais écoutez, continuez, nous vous protégeons. Après, vous irez en Europe, vous faites ceci, vous faites cela. On peut leur faire. Alors, mais que ce garçon revienne de cela pour dire ce que nous autres nous considérons une vérité, je crois quand même que c'est assez sérieux parce que l'ANC ne peut pas le protéger autant que cela. Alors que les autres peuvent le protéger. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Je trouve que ce qu'il a dit, moi j'y crois beaucoup plus que ce que l'on avait dit au début. Je vois d'ailleurs très mal comment est-ce que Jean-Pierre Fabre ou alors un Lawson Patrick ou un Afang Bedi ou un Javon Zeus irait pour brûler un marché ou pour brûler des marchés. Ils ont le soutien de ces femmes des marchés. Pourquoi est-ce qu'ils iraient? Même s'ils n'avaient pas. On peut dire, on ne peut pas scier la branche sur la question. Oui, justement, c'est pas possible. Bon, quand je l'ai appris, j'étais allé là au marché, je l'ai appris vers 1h du matin. Je m'étais rendu, bien que souffrant, je m'étais rendu pour voir, je n'ai pas compris.
Alors, je ne vois pas un Avanceuse ou un Lawson Patrick ou Jean-Pierre Fabre brûler ou détruire l'économie nationale. D'accord. Aujourd'hui, l'ANC demande que ces trois capitaines-là subissent la rigueur de la loi. Peut-on jamais rêver que cela arrivera? Je ne crois pas, parce que justement, le garçon qui est au pouvoir, comment est-ce que vous l'appelez Le président de la République? Oui. Vous connaissez votre président? Oui, il n'est pas mon président, je suis désolé. Vous êtes togolais, il est votre président. Je suis togolais, un Au vrai regard de la loi, il est votre président. J'ai beaucoup fait pour ce pays. Beaucoup fait pour ce pays. Bon, alors... Vous voulez parler de Faure Gnassingbé? Ah, il s'appelle Faure Gnassingbé, c'est bien. Bon, alors, je dis donc qu'il est sous la tutelle des soi-disant des petits militaires qui sont là. J'ai fait l'armée. J'ai fait deux guerres. J'ai fait la guerre du Vietnam. Vous-même? Moi-même, oui. En 1966. J'étais allé également en Palestine. Alors je sais ce qu'est un militaire. Le militaire, ce n'est pas parce que vous êtes en treillis, vous êtes en kaki, que vous avez une arme à la main, que vous êtes militaire. Moi, d'ailleurs, à propos, j'ai toujours déclaré, j'ai toujours dit que nous n'avons pas un seul militaire au Togo. Car le jour que cela viendra, vous verriez donc les militaires. D'accord. Aujourd'hui, il y a les opérations de recensement en vue des élections législatives et peut-être locales dans les semaines, les mois à venir. Et l'opposition dénonce des dysfonctionnements graves dans les opérations. D'abord, est-ce que vous pensez que le Togo est aujourd'hui prêt, du moins c'est la classe politique, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à aller à des élections pour qu'on parle de recensement? La classe politique est prête à aller à des élections, peut aller à des élections. Mais c'est plutôt le gouvernement qui ne peut pas aller à des élections. Parce que si le gouvernement allait aux élections, le gouvernement perdrait ces élections-là. Alors donc, qu'il y ait des dysfonctionnements, c'est des choses qui sont calculées, c'est des choses qui sont vues, prévues d'avance. Alors, quant à l'opposition, je suis sûr, il suffit tout simplement qu'au moment que le leadership dise ou déclare que voilà, nous procédons au changement de gouvernement, à un changement, et le peuple suivra. Si de bonnes campagnes sont faites, cela se fera. Cela se fera. Alors aujourd'hui, on parle de dysfonctionnement justement dans ces opérations-là. À qui cela pourrait profiter? Mais au gouvernement, bien sûr. Et l'Union des forces de changement exige, elle aussi, des élections. Hein. L'Union des forces de changement, c'est le RPT, de votre ami, oui, de mon ancien ami. Parce que Guy Priest et moi, nous étions connus depuis 1946. 1946. C'est vieux. C'est très vieux, oui. Au début de la lutte. Mon père, qui était un grand nationaliste, qui était un métis, malheureusement pour moi. Pourquoi vous dites cela, malheureusement? Non, je les aime pas. J'aime la pureté. J'aime le nègre pur sang. Mais que vous vouliez ou non, vous emportez le sang. Malheureusement pour moi encore, oui. Ok. Alors donc, je les connais. Je connais donc tout ça. Il fut un ami. Il fut un ami jusqu'à ce que je découvre en 1977 qu'il avait eu la 31 ans après. Oui, qu'il avait eu la possibilité de réussir le coup d'un mercenaire là et qu'il avait empêché sa réussite. Et certaines autres choses. Et alors là, je me suis dit, mais non, que celui-ci ne peut plus être un ami. Alors justement, on parle aussi de réformes et pour l'Union des forces de changement, eh bien, les réformes peuvent attendre les élections d'abord. Mais ça veut dire que c'est un plan, c'est un projet. Il faut, parce qu'ils savent très bien que si les élections se faisaient sans les réformes et que leur duo, le RPT, l'UFC, avait la majorité au Parlement, il faudra refuser les réformes. Alors ils font les réformes en leur faveur. Nous allons maintenant nous intéresser à un de vos livres, celui que j'ai sous les yeux, Quel avenir pour l'Afrique. Et dans ce livre, justement, vous dites que l'Afrique ne pourra donc régler toute seule, ne pourra que toute seule régler ses problèmes, premièrement par l'unification du continent, chose facile selon vous, deuxièmement par l'adoption pour l'usage à l'échelle continentale d'une langue africaine et l'abandon du français et de l'anglais qui, selon vous, sont les obstacles majeurs sur la voie du développement du peuple noir. C'est quand même paradoxal pour un interprète polyglotte comme vous.
Pourquoi? Un polyglotte, un interprète qui dit en même temps qu'on doit abandonner le français et l'anglais, qu'il parle pourtant bien. Oui, oui, je parle 14 langues européennes. Cela ne m'empêche pas de voir avec intelligence les choses de la réalité. Nous, je vais vous donner un exemple. Prochainement, quand on aura une telle occasion, vous prenez votre pulsation, vous prenez votre tension artérielle, avant que nous commencions un débat, une discussion. Vous verriez à la fin, par exemple, de 30 minutes, comment est-ce que ce que deviendrait votre pulsation et également votre tension artérielle. Une autre fois, vous faites la même discussion en minant. Les efforts que vous feriez en minant ne vous consomment pas autant que ça vous consomme en choses en français, comme vous l'appelez, ou en anglais. Alors moi, je crois que nous ferions beaucoup mieux avec nos langues, nous nous développerons beaucoup mieux avec nos langues qu'avec des langues étrangères. Donc c'est pour cela que vous dites que vous considérez le français et l'anglais, du moins les langues européennes, comme étant des obstacles sur la voie du développement du continent africain. Oui, exactement. Alors le développement de l'Afrique, on en parlera tout à l'heure dans quelques instants parce que nous n'avons que quelques minutes devant nous. Mais l'alternance au Togo, c'est la grande question et même le grand enjeu. Est-ce que cela est possible un jour? Mais pourquoi pas? Mais très bientôt, nous le ferons. L'alternance, nous le ferons très bientôt. Vous le ferez très bientôt. Très bientôt. Et le développement de l'Afrique avec ses ressources qu'elle regorge, mais qui malheureusement ne lui profitent pas. Et je suis en train de travailler sur un autre livre, et le titre du livre, vous ne conviendrez pas avec moi, vous ne l'aimerez pas, c'est que c'est lettre ouverte à nos imbéciles de chefs d'État, irresponsables, incapables et corrompus. Justement parce que nous avons beaucoup de ressources naturelles, matérielles et autres. Et nous étions dernièrement à une conférence où on parlait justement de ces ressources. Et il y a un chercheur malien qui disait que l'on a parlé pendant 5 jours de ces ressources-là, alors qu'on n'a pas parlé des principales ressources qui sont les ressources humaines. L'Afrique a de nombreux cadres, de très grands cadres. Je vous prends par exemple la manière dont vous maniez le français. Et ce n'est pas votre langue, ce n'est pas votre langue. C'est beaucoup d'atouts. Nous avons énormément de cas. J'ai 3 fils ingénieurs, de grands ingénieurs qui sont aux États-Unis. Nous avons énormément de cadres. Alors donc, si ces cadres, ces ressources humaines qui conjuguent les ressources naturelles que nous avons, nous ne devons pas rester dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous écrivez également un autre livre intitulé Les conférences nationales d'Afrique, le cas du Togo, intrigue et enjeu. Quel souvenir gardez-vous de la conférence nationale togolaise qui s'est tenue en 1991, si ma mémoire est bonne? La conférence nationale en Afrique avait déjà été piégée avant même son début. Vous vous rappellerez de l'accord préparé le 10 juin 1991 par le petit ambassadeur de France, je ne sais plus comment c'est qu'il se nomme encore. En 91, en tout cas. En 91. Bon, en tout cas, le petit ambassadeur de France qui l'avait rédigé. Bon. Il pensait que la conférence allait se... Je vous laisserai une copie de ce livre et puis vous le lisez. Je vous demande de le lire avec beaucoup d'attention. Enjeu et intrigue, parce que la conférence était piégée avant même qu'il ne débute. Et surtout, le choix du Premier ministre, Kofigo, qui avait été adopté par la France dès mars 1991, avant même que l'on ait pensé à la conférence nationale. Alors non, la conférence était déjà piégée. Nous sommes heureux que cette conférence ait eu lieu uniquement parce que la conférence a considérablement exposé et évidemment, en dehors de ça, rien n'en est sorti qui soit dans l'intérêt de la nation. D'accord. Avez-vous un message d'espoir à l'endroit de la jeunesse togolaise qui malheureusement s'affaisse au cachot du désespoir actuellement? Non, si vous êtes vraiment avec cette jeunesse, vous conviendriez que cette jeunesse n'est pas soumise à un désespoir. Ils ont beaucoup d'espoir. Quand j'étais à la marche le samedi dernier, qu'est-ce qu'ils sont venus me dire? Que le fait que je sois revenu, les a beaucoup encouragés, qu'ils étaient heureux. Il suffit tout simplement que cette jeunesse ait un leader. Quand vous direz à cette jeunesse demain, venez avec des coupe-coupes pour contrer les Kalachnikov
de l'armée, il sortirait. Je suis convaincu, je suis en contact permanent. Mais nous ne le ferions pas, nous ne sommes pas aussi sots que cela. Mais le moment venu, et je dis une autre chose dont vous ne conviendrez pas avec moi, c'est que moi j'ai toujours dit, et je le disais dès 1991, que ce n'est seulement qu'avec les armes que nous allons libérer ce pays. Parce que je connais très bien le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas trop fort, ça? Oui, mais pour le moment, cela paraît trop fort. À supposer que nous allions aux élections, à supposer que la force brutale truque les élections et qui se déclare encore vainqueur au Parlement, et qui continue à nous diriger comme il faut. Voyez ce qu'ils ont fait, par exemple, des marchés. Voyez la saisie que l'on a fait de l'argent des pauvres femmes, là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'on fait aujourd'hui qui soit dans l'intérêt que vous avez? Justement, vous parlez de la lutte armée. L'expérience a été connue en Libye, en Égypte, en Tunisie. Oui. Mais à ce jour, ces pays-là ne sont pas encore sortis de l'auberge. Oui, vous avez entièrement raison, mais le Togo est différent de la Libye. Le Togo est différent de l'Égypte. Mais il suffirait, premièrement, nous sommes un peuple très discipliné. Nous l'avons toujours été et nous le demeurons aujourd'hui. Bon, et avec un leadership qui existe déjà avant le déclenchement de la lutte. Par exemple, la Tunisie, c'était pas préparé, c'était spontané presque. La Libye également, où les gens, à 90% chantaient la gloire de Kadhafi, et même l'Égypte, où le raïs, c'est presque un dieu, qui est venu spontanément à la suite de ce qui s'était passé en Tunisie. Alors, quand nous nous mettrions à analyser une situation avant d'engager quelque chose, je ne crois pas qu'il y aurait un méli-mélo, comme cela a eu lieu, actuellement en Libye. Monsieur Andoche, nous t'appelons Bonnet, c'est ce qu'on va vous dire maintenant. Grand merci. Je vous remercie également. Merci.